Donc il faut revenir en 1877 et non pas à la naissance du fondateur mécois du mouvement, mais bien ce qui s'est passé 3 jours plus tard aux États-Unis, c'est-à-dire le 1er mars 1877. Donc le contexte qui va émerger un événement très important le 1er mars 1877, c'est la fin de la guerre de sécession. Donc la guerre de sécession est terminée depuis des années et les républicains ont le contrôle politique et militaire du sud des États-Unis. Dans cet environnement, 3 phénomènes parallèles ont lieu chez les afrodescendants. D'abord, il y a l'acquisition massive de terres, oui, effectivement, ceux qui étaient anciens esclaves et d'autres noirs qui étaient déjà libres, ont acquis massivement des terres, contrairement à une idée répandue comme quoi ils n'auraient rien su faire. 8 millions d'hectares du Sud étaient sous le contrôle des Noirs du Sud en cette seconde moitié du XIXe siècle. Deuxième phénomène qui a eu lieu chez les afrodescendants, c'est la recrudescence de l'innovation, plutôt l'explosion de l'innovation, d'où les nombreux inventeurs noirs occultés de l'histoire dont on parle souvent aujourd'hui. Beaucoup datent de cette période-là. Et enfin, il y a eu l'âge d'or, ce que je désigne comme étant l'âge d'or du mouvement des droits civiques. Donc je ne situe pas l'âge d'or du mouvement des droits civiques après Rosa Parks, etc., mais bien à la fin du XIXe siècle, parce que de nombreux noirs accèdent sans réelle lutte, hors celle qui a déjà été effectuée pendant la guerre de sécession, mais ce n'étaient pas les premiers concernés en réalité. Donc les noirs accèdent à des postes importants, de nombreux amendements et lois pro-noirs sont votés, etc. Donc la présence de l'armée nordiste, donc l'armée républicaine en réalité, dans le sud, assurait cet état de fait. Donc les noirs en réalité étaient protégés dans leur avancée par les républicains, l'armée républicaine dans le sud. Puis vinrent les élections de 1877, les élections présidentielles aux États-Unis, que gagna le républicain Rutherford Gifford Hayes face au démocrate Samuel Tilden, après une fraude électorale flagrante, ce qui entraîna une crise entre les élites du Nord et celles du Sud. Nous arrivons donc à la journée qui nous intéresse, donc le 1er mars 1877, où pour mettre fin à cette crise politique qui menaçait de ruiner tous les efforts effectués pour le rassemblement des élites américaines depuis la guerre de sécession, le parlementaire William Levy, William Levy n'était pas un afrodescendant bien entendu, proposa au Congrès... Pardon ? Non, je disais burkinabé de son état, excuse-moi. Ah. Donc William Levy, donc burkinabé de son état, comme tu le dis, proposa au Congrès américain ce qui fut appelé le compromis de 1877. Ce compromis permit à Hayes de rester président en échange du départ des troupes républicaines en faction au sud. Deuxième point, l'établissement des démocrates aux postes clés locaux dans ce même sud. Donc, plus de républicains et les démocrates récupèrent le pouvoir dans leur contrée, le sud des États-Unis. Ce compromis que les Noirs des États-Unis nomment souvent la Grande Trahison et qui mit les démocrates au pouvoir dans les anciens États esclavagistes, amorça une longue descente aux enfers des afrodescendants. Expropriation, donc ils ont perdu toutes leurs terres, ils ont perdu leurs maisons pour beaucoup, ils n'étaient plus propriétaires en tout cas. Persécution, impunité totale du Ku Klux Klan, lynchage, abrogation de nombreux droits civiques, établissement des fameuses lois négrophobes Jim Crow, qui, soit dit en passant, furent très bénéfiques à la juiverie, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des lois Jim Crow. Donc je sais que ça en surprendra plus d'un, mais tout comme en France, ce sont les socialistes qui furent derrière la colonisation et font aujourd'hui les pro-nègres, car ils ne supportent pas les noirs dignes évidemment. Le Parti démocrate aux USA était celui des anciens esclavagistes, et c'est lui qui mit en place les lynchages et la ségrégation, et ce n'est que depuis J.F. Kennedy qu'ils font semblant d'être favorables aux prétendues minorités. Donc dans ce climat de terreur établi à partir du 1er mars 1877, et de pauvreté nouvelle, puisque les Noirs n'avaient plus de possession propre, de nombreux afrodescendants quittèrent le Sud pour un Nord idéalisé, où en réalité ils ne trouvèrent pas une vie bien meilleure pour eux. Donc le fameux exode du Kansas de 1877, qui fut massif, n'aboutit pas à une réussite massive des afrodescendants dans le Nord, mais bien à une ghettoisation, une sorte de ghettoisation au Nord, et toujours la même pauvreté et la même persécution au Sud.
Donc dans les années 30, du nord au sud, ceux qui étaient désignés comme des nègres sont des paillassons et sont d'une pauvreté extrême. Les étincelles de dignité ont été étouffées, comme à l'opulente ville de Tulsa, en Oklahoma, dans le comté de Greenwood, qui était un phénomène car empli de millionnaires noirs, qui était même surnommée la Black Wall Street. Donc la ville de Tulsa a été attaquée par le Ku Klux Klan qui travaillait pour le gouvernement. Autre étincelle de dignité qu'il y avait eu à l'époque, avant les années 30, c'était bien sûr Marcus Garvey. Et vous savez, par l'émission de la semaine dernière, ce qui est arrivé. Donc, toute étincelle de dignité, tout noir debout, ont été étouffés, ostracisés avant les années 30 aux États-Unis. Ce qui fait que l'arrivée de la NOI de Elijah Muhammad fut une nouvelle ère, fut une pause, fut un souffle pour les so-called négros, donc les soi-disant nègres, qui, par le biais d'Elijah Muhammad, atteignent le niveau de black man, donc d'homme noir, à partir du 4 juillet 1930. Donc, Elijah Muhammad avait pour projet d'établir non pas un mouvement religieux, non pas même un mouvement politique ou social simple aux États-Unis, mais bien faire une nation dans la nation, se séparer des oppresseurs pour les Noirs, qu'ils fassent leur propre chose, qu'ils établissent leur propre nation, avant même de penser à s'intégrer aux autres populations noires du monde. Donc pour avoir sa propre nation, la nation a des obligations, bien sûr. Elle doit vêtir les habitants et les nourrir. C'est pourquoi fut établi le 3 Years Program, donc le programme en 3 ans d'épargne et de sauvegarde de l'argent, un programme que Elijah a établi qui permettait à tous les membres de la NOI et tous les sympathisants qui voulaient participer de laisser pendant 3 ans une petite somme de côté qui serait mise dans les caisses de la NOI pour des projets futurs, donc un projet grandiose qui serait réalisé donc 3 ans plus tard.